Donc, j'ai pu prendre connaissance de ton site internet et de ton CV. Je sais que tu es sorti de doctorat à l'Institut d'astrophysique de Paris, que tu Tout à fait. es vidéaste, tu fais de la vulgarisation scientifique sur YouTube, conférencier et auteur. Est-ce que tu souhaites te présenter d'une manière différente peut-être? Ah bah non, c'est parfait, écoute. Parfait, ok. Bah écoute, pour moi c'était vraiment un rêve de gosse, donc Ouais. j'ai voulu faire ça depuis que j'ai 12 ans, en gros. Donc j'étais un petit peu bercé dans tous les bouquins de science-fiction, et puis dans les bouquins d'Hubert Reeves, dans les bouquins de Ouais. vulgarisation scientifique depuis tout petit, quoi. Donc voilà, je veux faire ça depuis que j'ai 12 ans. Personne savait autour de moi ce que c'était astrophysicien, Hmm. donc j'étais content d'avoir ce mot-là, je le gardais comme un cadeau. Et puis au final, bah, j'ai fait des études de physique, d'abord en prépa, et puis ensuite je suis parti à la fac pour faire une licence, enfin une troisième année de licence en physique fondamentale, et puis j'ai embrayé pour un master en astrophysique. Ouais. Et puis ça m'a amené au doctorat. Et puis bon, après j'ai arrêté la recherche quand même parce que je me suis rendu compte que ce que je préférais faire c'était de la vulgarisation scientifique. Ouais. Mais ça c'est quelque chose que j'aurais pas pu savoir avant d'avoir fait de la recherche. Donc je regrette pas du tout d'avoir fait de la recherche. D'accord, C'est d'accord. vraiment quelque chose qui m'a plu. Est-ce qu'on peut connaître le thème de ta thèse? Oui, alors moi j'ai bossé sur l'évolution des galaxies et en Ouais. particulier sur comment est-ce que les galaxies évoluent en taille, en forme et en couleur au fil de l'histoire de l'univers. D'accord. Et donc mon boulot, c'était d'utiliser des simulations informatiques pour pouvoir créer de faux univers. Et ces faux univers, et je m'en servais pour faire des fausses images de télescope. Donc des photos, quoi, des fausses photos Ok. avec des galaxies virtuelles qui sont peintes dessus. Et je comparais ces fausses photos aux vraies images de télescope qu'on peut avoir avec des télescopes spatiaux ou terrestres. Et je les comparais physiquement avec euh, voilà, un outil qui me permettait de différencier les différentes photos pour voir à quel point on avait bien compris l'évolution des galaxies. Donc en gros, si mes fausses images, elles ressemblaient aux vraies images, Hmm. ça veut dire que les lois qu'on a Codé. inférées avec mes codes, avec mes modèles d'univers, étaient... bah, il y avait des bons paramètres, il y avait des bonnes lois, à peu près. Donc c'est un peu l'idée. Bah en fait, j'avais un pressentiment de ça parce que tous les stages que j'avais fait avant, c'était des stages où je faisais des simulations informatiques d'univers. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup, là, le fait de mettre un univers dans un ordinateur, un faux univers, même s'il est beaucoup plus simplifié que notre univers à nous, mais en fait, cette idée-là, elle me plaisait beaucoup. Donc c'est ça que je voulais faire depuis ma L3 en fait. Donc ça, j'étais assez conscient que c'était le cas, parce que bah, dans tous mes stages, j'avais fait ça. Euh, mais c'est vrai que bah, dans les cours qu'on avait, c'était pas aussi mis en avant que ce que je pensais, quoi. Dans les Donc, cours si, en si, master? dans les cours en licence et en master, ouais, t'avais pas une, ouais, enfin, t'avais pas une place de l'informatique qui était aussi grande que ce que je pensais. Et je pense que j'aurais été plus attentif à mes cours d'informatique si je l'avais su plus tôt, quoi. Ça dépend ce que tu fais en fait, ça dépend de la question que tu traites. Une question théorique, tu peux l'approcher avec des équations, et dans ce cas-là, tu as besoin d'un tableau et d'un crayon et d'un papier. Hein. Hmm. Il y a beaucoup de théoriciens qui fonctionnent encore toujours comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser Mathematica aussi, donc des logiciels de calcul formel qui sont déjà codés. Et donc l'idée c'est de résoudre des équations très très complexes avec les outils informatiques. Et puis, tu en as d'autres qui vont faire des simulations numériques pour essayer de prouver un résultat. Et là tu as besoin de faire du code pour le coup. D'accord. Donc, même en théorie, tu as t'as plusieurs approches possibles. Euh, mais disons que voilà, c'est toujours un plus de savoir coder, Ouais. quoi que tu fasses, D'accord. parce que ça te permet de prendre une idée que tu as et de l'expérimenter directement. Et ça, c'est quand même un outil puissant, quoi. T'en auras pas forcément besoin, ça dépend vraiment de la question que tu vas traiter, mais, mais ça peut aider. Ah oui,
oui, forcément. Forcément. Alors, quand tu fais une prépa et puis un parcours académique, tu as forcément des moments où on te donne beaucoup trop d'informations par rapport à ce que toi, tu peux engranger dans ton cerveau. À une vitesse qui n'est pas forcément ton rythme normal, donc c'est normal de douter à ces moments-là, de se dire qu'on se sent pas légitime, qu'on se sent pas assez intelligent pour faire ce genre de carrière. Mais pour moi, c'est vraiment une question d'endurance, quoi. C'est pas une question d'être le meilleur dans sa promo ou d'être bon en tout, c'est d'être juste assez bon pour qu'on te laisse continuer, quoi. Et ça a été mon cas, en fait. J'ai jamais été un élève brillant à partir je sais pas, de la prépa. En général, quand tu fais une prépa, ton ego il redescend assez rapidement parce que tu vas passer de notes qui vont du 17-18 au lycée à du 4 ou 5 en prépa. Donc ça t'apprend l'humilité déjà. Et puis ça t'apprend que y a des concepts qui sont vraiment difficiles à acquérir et donc qui demandent du temps. Et quand tu es dans un contexte où tu as des examens, c'est pas forcément le meilleur moyen d'apprendre ça sur du long terme, quoi. Donc ouais, t'as des moments de doute, mais je me suis raccroché à cette idée-là que je pouvais le faire, et puis au final ça s'est bien passé. Mais ça dépend de la chance que tu as, ça dépend des rencontres que tu vas faire, des stages que tu vas faire, c'est important aussi. Au final, les stages que tu peux faire, ça peut déterminer ta carrière plus tard, parce que tu vas découvrir un monde, tu vas vraiment découvrir le monde de la recherche plus que à la fac, à la fac tu découvres théoriquement si tu veux, mais c'est quand tu as mis les mains dans le cambouis et quand tu as travaillé avec des chercheurs que tu vois un petit peu ce que c'est la recherche, et c'est là que tu vois si c'est fait pour toi ou pas. Si, ça me plaît beaucoup, c'est pas le problème. Mon objection, elle est plutôt politique, dans le sens où aujourd'hui, le système de la recherche favorise pas forcément la création de postes, et ça, il y a tout un système qui est assez anxiogène, qui pousse les jeunes chercheurs à publier beaucoup, à fournir des résultats qui sont peut-être médiocres, mais qui sont obligés de fournir pour avancer dans leur carrière. Et c'est un système qui est assez stressant au final, et ça me correspondait pas forcément. Je me sentais pas, voilà, quand tu fais un travail de jeune chercheur, ce que tu vas faire en général, c'est d'aller de faire des sauts de puce entre différents laboratoires dans le monde entier, sur des contrats qui vont de 2 à 3 ans. Et chaque année, tu vas postuler pour un poste de maître de conférence au CNRS ou au CEA, voilà, dans les instituts de recherche aujourd'hui. Et la situation politique actuelle, elle favorise pas vraiment ça. La plupart des jeunes chercheurs qui veulent avoir un poste fixe, un CDI quoi, doivent passer par au moins 3, 4, voire 5 contrats postdoctoraux, ce qui est épuisant émotionnellement et professionnellement parlant. Pour la majorité des gens à qui j'ai parlé, hein, je te parle, c'est une opinion, hein, c'est pas quelque chose de... C'est pas complètement factuel non plus, c'est vraiment comment je l'ai vécu et comment les gens autour de moi l'ont vécu. Il y a des gens qui le vivent très bien, hein, qui jouent le jeu jusqu'au bout et ça se passe très bien pour eux. Mais voilà, en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est ça. Et ça me donnait pas trop... Enfin, j'avais pas envie de faire des sauts de puce un petit peu partout. J'avais ma vie qui était bien installée à Paris, donc j'avais besoin surtout d'avoir des attaches émotionnelles ici, quoi. Donc c'est ça, c'était en partie ce qui m'a fait arrêter. Et puis l'autre raison, alors c'est plutôt aussi lié à ma personnalité, c'est que j'ai tendance à m'intéresser à plein de trucs différents. Et quand tu fais de la recherche, tu as tendance à te spécialiser dans un domaine et dans une sous-question d'un sous-domaine. Et ça me convenait de moins en moins au fil du temps parce que j'ai du mal à rester sur une même question pendant plusieurs années. Et quand tu fais de la recherche, tu vas généralement rester sur une même question pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et ça peut parfaitement te correspondre, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, moi, ça me frustrait un petit peu. Je considérais que j'avais pas assez de temps pour pouvoir fouiller dans d'autres domaines ou voilà, d'autres disciplines, d'autres questions qui m'intéressaient sur le moment. Et c'était pas favorisé par mes supérieurs, etc. Donc, au final, je me suis dit que la vulgarisation, c'était ce qui me convenait le plus parce que ça me permettait de lire des articles de recherche, comme
moi c'est ce que je préfère faire dans une activité de recherche, tout en permettant, tout en me donnant la liberté de lire, voilà, d'explorer des domaines que j'aurais pas exploré tout seul. La semaine est assez réglée, en tout cas dans mon labo, hein, ça dépend de l'organisation de ton labo, parce que chaque labo a une organisation différente. En général, je commençais mon lundi par une réunion avec mes directeurs de thèse. Donc c'est une réunion d'une heure où tu vas leur parler de tes problèmes, leur parler de ton avancée, des résultats que tu as pu avoir, des difficultés que tu as rencontrées. Donc voilà, l'idée c'est de faire le point sur tout ce que tu as fait pendant une semaine. Moi, je faisais ça toutes les semaines, ce qui est beaucoup pour un étudiant en thèse en général. Y a des étudiants en thèse qui ne voient pas leur directeur pendant 6 mois, hein, donc moi, je les voyais une fois par semaine, c'était beaucoup. Bon, ça me permettait d'avancer toutes les semaines aussi, donc ça donnait une motivation. Donc ça, c'était un lundi. En général, je passais toute la journée devant un ordinateur. Hein, c'était pas comme je te dis, hein, que le travail d'astrophysicien, c'est essentiellement un travail de programmeur. Donc je regardais mon code, j'essayais de le débugger. Ça prenait la plupart de mon temps. C'est pas forcément le truc le plus passionnant du monde, hein, mais c'est une fois que ton code fonctionne, t'as quand même une satisfaction assez viscérale. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors évidemment, t'as les pauses café avec les doctorants qui fournit quand même une bonne respiration dans la journée. Ça aide à tenir le coup, et puis ça peut te permettre de discuter de tes problèmes avec des doctorants ou des autres chercheurs qui ont des problématiques similaires, et donc qui peuvent te donner des solutions à des problèmes que tu peux avoir. Donc ça, c'est sympa. Et puis, toutes les semaines, on avait aussi un séminaire. Donc c'est des chercheurs d'un labo, de ton labo ou d'un autre labo du monde entier, qui va venir et qui va faire une conférence sur un sujet particulier, que ça peut être ton sujet d'expertise, comme ça peut être un autre sujet qui n'est pas du tout lié. Et il va parler de sa méthode, de sa démarche, de comment est-ce qu'il approche cette question, comment il essaie de comprendre ce phénomène. Et en général, tu as tout le labo qui se réunit pendant ce séminaire pour pouvoir poser des questions à cet intervenant. Et voilà, c'est aussi comme ça que la recherche fonctionne. Tu mets plein de gens qui ont plein d'idées différentes dans une même pièce, et puis ils discutent des idées et des méthodes différentes. Et ça peut être inspirant pour tes propres recherches aussi, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu le quotidien. T'as aussi une grosse partie de lecture de la littérature scientifique. Parce que voilà, tous les jours tu as des nouveaux articles scientifiques qui sortent sur tous les domaines, et quand tu es dans un domaine, tu vas avoir tendance à aller fouiller tout ce qui va se passer, tout ce qui va sortir dans ton domaine, pour être sûr d'être à la page et d'avoir des informations scientifiques qui sont mises à jour, quoi. D'accord, le travail d'équipe, ça doit être donc super important, j'imagine, dans les laboratoires. La qualité, l'une des qualités les plus importantes à mon sens, c'est la rigueur, hein. C'est la rigueur scientifique, mathématique, le fait que tu saches tenir un raisonnement de A à Z qui soit logiquement cohérent, que tu saches que tu aies une certaine méthodologie au niveau de la recherche de sources, au niveau de la recherche de ta recherche ou des questions que tu poses. Il faut que tu saches systématiquement rechercher les bonnes informations au bon moment et appliquer les bonnes méthodes aux bonnes situations. Donc ça, c'est une partie. Enfin, c'est vraiment important quand tu fais de la recherche en astrophysique. Une autre compétence à avoir, c'est celle de coder. C'est très important parce que tous les astrophysiciens codent, programment. Moi, j'ai passé 3 ans à faire ça pendant ma thèse. C'était vraiment du code, quoi. Je codais des simulations d'univers pendant 3 ans. Et voilà, donc c'est pas des choses qui sont faites pour toi. C'est des choses que tu dois coder toi-même. Où tu dois mettre en équation les équations de la physique dans un supercalculateur et les faire tourner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ça, quasiment tous les astrophysiciens font ça aujourd'hui. Il y a plus vraiment d'astrophysiciens qui vont regarder directement à l'oculaire du télescope. Mais la plupart regardent, traitent des données qui sont prises par des caméras, qui sont prises par des télescopes spatiaux.
Et après, tu as d'autres astrophysiciens qui vont récupérer ces données et puis les mettre dans leur modèle, dans leur théorie et dans leur supercalculateur pour pouvoir comparer les prédictions des théories et les observations. Donc coder, c'est très très important. Alors il y a l'anglais évidemment, enfin, le langage de la recherche c'est l'anglais, donc si tu as des compétences en anglais, ça va forcément t'aider. Parce que tous les articles sont écrits en anglais, les colloques internationaux ils sont faits dans des pays généralement anglo-saxons. Tu vas rencontrer plein de chercheurs dans ta carrière qui parlent pas forcément français, donc tu vas leur parler en anglais. Donc voilà, c'est important de connaître l'anglais aujourd'hui. La passion, ça aide quand même, je sais pas si c'est une compétence, mais en tout cas c'est quelque chose qui t'aide à surmonter les moments difficiles quand tu fais ta carrière, les moments de doute. C'est généralement les gens passionnés ont tendance à accuser le coup plus facilement que les gens qui sont là juste parce qu'ils sont bons. Ils ont une motivation supplémentaire, quoi. Ils ont une vocation. Ils sont pas juste là parce qu'ils ont des bonnes compétences. Ils sont là parce qu'ils veulent vraiment comprendre quelque chose sur l'univers. Et ça, pour le coup, en astrophysique, on en trouve plein des gens comme ça. Il y a plein de passionnés un petit peu partout. Ils sont pas tous passionnés, mais il y en a plein. Alors, il faut savoir que pendant ma thèse, moi, j'ai été payé 1 400 € par mois en net. Et l'idée, c'est que quand tu fais une thèse, tu as une bourse de thèse. Donc il y a de l'argent qui est mis en place par le gouvernement, et donc c'est divisé en plein de thèses différentes, plein de projets de thèses différents. Toi, tu peux postuler sur un sujet, soit que tu as trouvé dans une liste, soit que tu vas proposer toi-même à des chercheurs, hein, c'est aussi possible. Et ensuite, tu dois défendre ton sujet. Donc, tu as un jury devant toi et tu dois défendre ta motivation, ta passion, que tu as bien compris les enjeux du projet et que tu peux apporter quelque chose avec tes compétences pour répondre à cette question. Donc là, tu peux l'avoir ou ne pas l'avoir, cette bourse. Si tu l'as pas, tu peux pas faire de thèse, en tout cas pas en astrophysique. Et si tu l'as, bah, tu peux faire 3 ans de thèse. En sciences sociales, c'est différent. Hein. Ils ont pas d'argent. Donc il y a très très peu de thèses qui sont financées. Et donc la plupart des thèses, elles se font pas en 3 ans, mais elles peuvent se faire en 7-8 ans. Parce que les gens ne sont pas rémunérés pour ce qu'ils font et ils sont obligés de trouver du travail ailleurs. Ouais. Donc ça c'était important de le dire. Ensuite, en général, quand tu fais un contrat postdoctoral, donc c'est le CDD que tu fais après ta thèse, en général, tu es mieux payé qu'en thèse quand même. Hein. Le salaire, il tourne autour de 2000 €, quelque chose comme ça. Ça dépend des labos, évidemment. Hein. Si tu es dans un labo qui n'a pas de sous, tu vas être moins payé que si tu es dans un labo avec plein de sous. Donc là, il y a un côté un peu politique derrière, et puis qui dépend de ce que toi tu veux, hein, tout simplement. Et où est-ce que tu veux travailler. Et tous les pays sont pas pareils non plus. Hein. Si tu vas en Suisse, tu seras payé énormément, mais le niveau de vie est aussi super cher, donc ça se compense un petit peu, même si tu es quand même bien payé en Suisse, hein, en général. Donc voilà, il y a ça. Et je crois que quand tu atteins le niveau suprême, donc le niveau de maître de conférence, ton salaire il est plutôt de l'ordre de 3000 € en général. Alors ça, c'était ce que j'avais vu sur le site de l'ONICEP à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais ouais, c'est un peu dans cet ordre d'idée-là. Alors, il faut savoir que pour ce niveau d'études, c'est pas forcément aussi bien rémunéré que, je sais pas, un ingénieur par exemple, qui ferait des choses avec un niveau Bac+5. Donc c'est pas aussi bien valorisé que ça devrait l'être. Par contre, tu peux vivre confortablement avec un salaire de maître de conf en général. Mais voilà. Okay. Après, t'as un continuum, hein, ça dépend. Tu peux faire de ingénieur de recherche, tu peux faire. Il y a plein de choses que tu peux faire dans le monde de la recherche qui est plus ou moins rémunéré. Mais disons que voilà, ça te donne un peu un ordre de grandeur de ce qui se fait. Je sais pas si tu connais un projet qui s'appelle En direct du labo. C'est un compte Twitter sur lequel chaque semaine tu as des chercheurs différents qui racontent le quotidien de leur recherche. Et l'idée, c'est le public cible, c'est des gens comme toi qui cherchent à se renseigner sur à quoi ça ressemble le quotidien de la vie de chercheur. Il y a plein de domaines très différents qui sont représentés avec des approches très différentes.
Et on a un site, tu peux aller voir si tu tapes en direct du labo, tu vas tomber sur le site. Et ça te donne plein de biographies de parcours de chercheurs, dont des astrophysiciens. Donc, tu auras des théoriciens, tu auras des observateurs, tu auras des modélisateurs, des simulateurs. Et donc voilà, il y a un peu tout est représenté à tous les niveaux, depuis le doctorant jusqu'au maître de conférence. Donc je pense que ça peut t'aider à avoir une vision pas biaisée de ce que c'est le travail de chercheur aujourd'hui, quoi. Ok, très bien. C'est tout pour moi. Tout est ok. Et Magnifique. je te libère. Merci beaucoup pour cette interview. Bah, Et merci à toi, puis, écoute, et puis bon courage pour la suite. merci beaucoup. Et puis, J'ad- voilà, si un jour tu deviens astrophysicien, je serais ravi d'avoir d'avoir un petit mail. Avec plaisir, avec plaisir.